guerres de Vendée, et donc 1793, hein, donc du temps de juste la Révolution donc en 1789, et donc du temps du roi Louis XVI. Ça, pour vous, tout le monde, j'essaie de voir un petit peu au niveau du niveau. Donc ce que je vais faire, c'est vous très rapidement sur quelques pages vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu les guerres de Vendée, et puis après chacun de mes petits copains vont se présenter, de mes hommes vont se présenter au niveau de leur personnage et ce qu'ils font qui maintenant tiennent le haut du pavé. En effet, le fils de tel ou tel bourgeois se voit exempté de la conscription, sous prétexte qu'il a un poste dans la nouvelle administration. Alors là aussi, ils n'étaient pas trop d'accord, puisqu'ils voyaient que les fils des bourgeois, eux, ils partaient pas donc en conscription, ils n'avaient pas besoin de tirer au sort. Et c'était toujours les mêmes, les paysans, qui eux devaient tirer au sort et risquer évidemment de partir se battre aux frontières, hein, contre la France, quoi, en fait. Et une nouvelle vient encore renforcer l'agitation. Le roi est mort. Les 100 dieux l'ont tué. Désormais, il n'existe plus aucun recours. Le roi, les paysans ne le connaissent pas. Mais de tout temps, leurs prêtres ont affirmé qu'il représentait l'autorité divine. La mobilisation décrétée se précise bientôt. Les maires de chaque commune sont priés de dresser la liste des hommes en âge de partir. Chaque département doit fournir son contingent. 5200 hommes pour la Vendée, 6200 pour le Maine-et-Loire, 7200 pour la Loire inférieure et environ 5000 pour les Deux-Sèvres, soit pratiquement 79. Et nous voici en mars 1793. Le tocsin sonne partout. Alors à l'époque, il n'y avait pas de portable, mais bizarrement, sur quelques jours, c'est la même journée, aux alentours du 13 mars 1793. Par exemple, à Paris, c'est 90% des prêtres qui ont fait le serment, qui ont juré. Alors que dans l'Ouest, en Anjou, en Bretagne, dans le Poitou, enfin en Vendée, c'est 80-90% des prêtres qui ont refusé. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une des causes directes de la guerre de Vendée. C'est le problème religieux, la persécution religieuse qui s'est suivie des nouvelles réformes. Alors, une fois, on m'a demandé, mais cette constitution, est-ce qu'elle était bonne ou pas? Il y avait des aspects qui étaient positifs et intéressants dans cette constitution. Les députés avaient voulu réformer complètement le royaume de France, et ils sont partis du principe qu'ils pouvaient faire la même chose avec l'Église en France. Mais ça a été fait sans concertation avec Rome, donc avec le pape, sans concertation avec les évêques français, et il y avait des aspects de la réforme qui étaient clairement inacceptables pour l'Église catholique. Comme par exemple le fait de demander aux curés ou aux évêques d'être désormais élus. Comme on peut élire un maire, on devait élire un curé ou un évêque dans un diocèse. Ça, c'était pas du tout la tradition catholique, c'était inadmissible, et tout le monde pouvait voter, donc y compris les non-catholiques. Ça, c'était inacceptable. La famille de la Roche-Jacquelin a émigré au moment de la Révolution, c'est-à-dire qu'ils sont partis, ils ont quitté la France, et en fait ils sont partis dans leur plantation des Antilles. Ils avaient des plantations dans ces îles-là, et la Roche-Jacquelin, lui, est resté en France pour défendre Louis XVI à Paris. Il s'est battu le 10 août 1792 au Palais des Tuileries contre les sans-culottes, contre les révolutionnaires. Donc le château de la Durbelière était abandonné par ses propriétaires, et donc c'est mon père qui gardait le château. Quand Louis XVI a été arrêté par les révolutionnaires après le 10 août, il a été enfermé avec sa famille à la prison du Temple. Et nous, dans le pays de Saint-Aubin-de-Bobigné, où je suis né, on n'était pas trop d'accord avec ça. Surtout que la République, elle nous demandait d'aller partir aux frontières. Parce que la République, elle a déclaré la guerre à toute l'Europe, à l'ensemble des monarchies européennes. Et quand mon père est décédé, donc j'ai repris son moulin. Et aujourd'hui, je m'occupe du moulin Baron. Alors, le moulin Baron, pourquoi? Parce que tout simplement, il appartient au baron de l'Épinay du Puy-du-Fou. Et vous savez, souvent le matin, quand je suis sur la Motine et que je regarde, j'aperçois, traversant la vigne, le curé de la Gobretière. Et alors, il me crie, « Ils vendent chez toi ?» Toujours, je réponds, toujours. Ah, il me dit, guerre à la messe, hein. Ah, je dis, mais c'est le moulin qui commande. Vous savez, les métayers, lorsque le vent ne tourne pas, qu'il n'y a pas de farine, ils ne sont pas contents parce qu'ils aiment bien avoir des pochets bien ras, bien pleines. Et quand c'est comme ça, ils vous traitent de tous les noms d'oiseaux à la sortie de la messe. Vous comprenez ça? Et puis, vous savez, un jour, c'était en 1788, je voulais des choses et je les ai écrites sur le cahier des doléances.
Et notre bon curé m'avait encouragé.